vais quand même te faire une petite vidéo en passant vite fait là, concernant les véhicules aménagés, ce qu'on appelle ici les véhicules d'habitation. On appelle ça les vannes, on appelle ça les camping-cars, on appelle ça un petit peu comme on veut, on appelle ça les motorhomes si on veut. Et voilà, je pense à un truc qui est assez important. Si tu veux pouvoir te déplacer, je dirais surtout si tu es en déplacement entre guillemets professionnel, c'est-à-dire que tu te déplaces ou en France ou dans un pays étranger, si tu veux par exemple aller prospecter pour aller chercher du travail ailleurs. Je voudrais te donner quelques petits conseils concernant le type de véhicule que tu vas prendre. Après, le choix, il est vraiment libre et puis il est très très vaste. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de possibilités. Et puis chaque type de véhicule va être... je dirais, va s'adapter en fonction de ce que tu veux faire, de ton style de vie et tout ça. Mais pour avoir vécu cette situation, je peux t'orienter si tu veux un petit peu dans ta recherche du véhicule. D'ailleurs, j'ai déjà mis une vidéo l'autre jour concernant un petit peu les choses dans les véhicules. J'étais sur un parking là sur Lausanne et puis je te parlais justement un petit peu de ça. Et je crois que c'est quand même assez important dans le sens où si ton choix est judicieux pour le type de véhicule que tu vas utiliser, à moins que évidemment tu sois déjà équipé, ce qui va être important, c'est, je dirais, entre guillemets, la qualité du véhicule que tu vas prendre. Parce que si tu es, je dirais, en déplacement et en recherche de travail, à mon avis, ce qui est important, c'est que tu ne sois pas emmerdé avec des problématiques mécaniques, par exemple, sur le véhicule. C'est assez pénible et pour le coup, ben moi je l'ai vécu parce que mon véhicule, bon, j'avais un bon véhicule, j'avais un camping-car qui était assez grand, on pouvait vivre facilement dedans à 2 personnes. C'était un intégral, c'était un vieux modèle de chez Leica, mais avec un vieux moteur Mercedes. On a l'habitude de dire increvable. Bon, un moteur c'est jamais increvable, mais c'est vrai qu'on avait quand même une qualité. Il y avait de la qualité à l'intérieur, c'était vraiment du vieux Leica si tu veux. On avait vraiment par exemple du mobilier en bois massif et tout, c'était vraiment du top, quoi. Par contre, c'est vrai que moi j'ai eu quand même des petites problématiques matérielles. J'ai eu des pannes, j'ai eu des réparations à faire, j'ai eu des soucis par exemple avec mon chauffe-eau, j'ai eu des soucis mécaniques à la fin aussi, et donc si tu veux ça a été quand même un petit peu pénible de gérer toutes ces choses tout en ayant une activité professionnelle à côté qui parfois, et c'était mon cas, sont des activités qui ne sont pas forcément toujours de tout repos. On n'a pas toujours des activités de bureau en mode 8h midi, 2h, 5h, tu vois, c'est pas toujours ça. Donc du coup, voilà, c'est... disons que l'idée, si tu veux, c'est de rechercher dans le véhicule que tu vas utiliser pour ton déplacement, ça va être de rechercher un véhicule qui va pas te poser trop de problèmes mécaniques ou matériels. Ça, c'est une première chose. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule, alors neuf, n'en parlons pas. De toute façon, moi, je conseille pas d'acheter un véhicule neuf, sauf dans certains cas très particuliers. J'ai un copain qui l'a fait il y a quelques années, il avait sa stratégie. Bon ben lui c'est clair, il a acheté du neuf,
il veut partir sur une base de renouvellement tous les 3, 4, 5 ans. Bon, voilà, il a les moyens de le faire, il a la possibilité, il le fait, tant mieux pour lui. Mais malgré tout, moi je ne le conseille pas parce que de toute façon, il y a une telle perte à la décote sur les premières années que dans tous les cas, c'est rarement intéressant d'acheter du neuf. Donc je dirais presque à la limite, même si tu as les moyens de le faire, je pense que c'est pas très intéressant de partir sur du neuf, parce qu'après tu vas te retrouver sur une stratégie qui est quand même assez restreinte, et puis ça peut être assez stressant, à moins que tu fasses vraiment des très très bonnes affaires dans le domaine, et ça peut être le cas. Mais attention, les bonnes affaires, tu peux l'avoir la première fois que tu achètes, tu es chez un concessionnaire qui fait des super prix sur une série. Ça ne veut pas dire qu'au moment où tu vas vouloir renouveler, là où ça va être intéressant dans les 3 années qui suivent, que tu vas retomber sur des bonnes affaires. Donc du coup, tu vas être de nouveau perdant. Pas forcément intéressant. Par contre, l'occasion sur des camping-cars qui sont plus, je sais pas moi, qui ont passé la barre des 5 ans, voire 6 ans, 7 ans, 8 ans pour certains, voire même 10 ans parfois. Il peut y avoir des produits de très bonne qualité qui ont passé les 10 ans et qui peuvent être quand même assez intéressants. Donc ça c'est un premier dégrossissement dans la recherche en fait. Là je parle pour la recherche. Après, celui qui a un véhicule, c'est pareil, il n'y a plus de recherche, certes. Maintenant, moi je te conseille pas, je parle toujours dans le domaine de la recherche d'emploi ou le déplacement pour aller chercher un emploi. Après, quand c'est pour les vacances, uniquement loisir, complètement loisir, alors là c'est carrément différent. À la limite, je dirais pas que tu t'en fous. Bon, t'es en vacances. Bon, t'as un problème, c'est chiant, c'est clair, c'est chiant. Je veux dire, t'as pas toute une synergie derrière, t'as pas toute une activité professionnelle derrière. Et donc, bon, ben, tu seras évidemment moins emmerdé. Là, je laisse libre choix à qui veut de prendre ce qu'il veut, évidemment, sans problème. Par contre, donc pour revenir à la personne qui se déplace professionnellement et qui veut aller donc résider, s'installer peut-être dans un pays, au premier abord, l'idée du camping-car, c'est vraiment une solution qui peut permettre de faciliter un petit peu l'accès au pays et à l'emploi. D'abord parce que tu vas limiter tes dépenses, tu vas être beaucoup plus mobile et automatiquement ben, ça va rendre l'accessibilité au pays plus facile. Alors évidemment, là je cible une catégorie de personnes que je suis sûr qu'il y a des gens, bon, ils vont peut-être pas tomber sur cette vidéo, c'est clair, mais il y a des gens qui eux n'envisagent de toute façon dans aucun cas d'habiter dans un camping-car. Oui, ça arrive, il y en a aussi. Mais là on cible vraiment les personnes à qui ça passe par la tête de se dire tiens, pourquoi pas envisager la vie dans un camping-car. Alors certains ça dure depuis des années, j'en connais qui vivent ça depuis des années, voire toute leur vie. Il y en a d'autres, ça va être juste un passage. Moi perso ça a été juste un passage. J'aurais pas fait toute ma vie dans un camping-car. Ceci dit, depuis de nombreuses années, j'utilise toujours le camping-car comme là pour mes déplacements personnels ou professionnels. Donc du coup, ce qui est intéressant pour revenir sur le type de véhicule à privilégier pour le déplacement professionnel, c'est clair qu'il vaut mieux partir sur des véhicules en bon état. Alors là maintenant, je vais restreindre un petit peu mon ciblage d'auditeurs. C'est que si tu as les moyens, alors qu'est-ce que j'appelle les moyens aujourd'hui? Les moyens aujourd'hui, c'est, je dirais, à partir de 20 à 30 000 euros. Là, tu commences à avoir les moyens pour te payer à peu près ce que tu veux. Quelqu'un qui a 40, 50, 60 000 euros de capital, il n'est pas emmerdé. Pour le choix, il n'est pas emmerdé. Tout en restant dans l'optique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en restant dans le domaine du camping-car d'occasion. Parce que là, je vais rester sur l'occasion. Même dans les prix dont je vais parler. Donc, sur l'occasion,
Maintenant, je vais cibler un petit peu plus parce que là, c'est plus compliqué si tu veux. Par exemple, si tu veux, par exemple, un camping-car qui soit dans des prix, je dirais entre guillemets, raisonnables. Alors, qu'est-ce que j'appelle raisonnable? Ce que j'appelle raisonnable, c'est des prix à partir de, je dis bien à partir, hein, parce que de 10 à 15 000 euros. À savoir que à 10 000 euros, si tu trouves quelque chose de bon, c'est une affaire exceptionnelle. C'est super rare. Alors je dis pas que tu peux pas trouver des très très bonnes affaires à 10-15 000 euros. C'est clair que ce sera pas des véhicules neufs, ça c'est évident, enfin neufs entre guillemets, je veux dire, ce ne sera pas des véhicules qui sont en super état, mais il peut y avoir des gens qui sont pressés de vendre, des gens qui étaient très très méticuleux et qui sont conscients que leur véhicule est ancien, donc il est en très bon état, mais que c'est pas la peine de le vendre non plus au-delà de ce qui est nécessaire, parce que d'abord ils auront du mal à le vendre, et puis c'est des gens qui ont voilà, cette conscience du prix, et puis tu peux trouver des bonnes affaires entre 10 et 15 000. En dessous de 10 000, je fais juste une parenthèse là-dessus, en dessous de 10 000, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que dans la généralité, entre 5 et 10 000, tu vas trouver des choses mais qui sont problématiques, qui vont devenir très rapidement problématiques. En dessous de 5 000, là c'est problématique, c'est sûr. Là c'est vraiment vraiment problématique. Dans tous les cas, hein, de toute façon, tu vas tomber. Alors, ouais, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui se contentent de rien du tout, de pas grand chose, de peu. Il y a des gens, enfin je sais pas si tu es du style par exemple à te déplacer avec un van, un camping-car pour aller chez l'habitant, chez le paysan, chez le viticulteur, pour aller faire les vendanges pendant la période août, septembre, octobre. C'est clair qu'à la limite tu te trouves un vieil Iveco, je dirais entre guillemets tout pourri à 4 500 euros qui va te faire la saison, que tu vas parquer sur place. Ok, ouais, pourquoi pas, dans ce sens-là, pourquoi pas. Mais à ce prix-là, attends-toi que le véhicule, en général, il ne sera pas aménagé d'origine, c'est-à-dire qu'il aura subi un aménagement maison, en général, ou alors toi, tu veux t'acheter un fourgon que tu auras peut-être payé 2005 ou 3000 balles, et puis tu vas vouloir t'aménager dedans. Mais là, je te le dis tout de suite, attention, on n'est plus dans une certaine époque où on faisait ce qu'on voulait dans un fourgon. Bon, il y en a qui font encore ce qu'ils veulent, mais à savoir qu'aujourd'hui, quoi que ce soit que tu fasses dans un fourgon, à moins que tu mettes simplement un matelas par terre et puis ton réchaud, si tu mets des meubles dans ton fourgon, qui vont donc être fixés sur les montants, c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un véhicule qui va vraiment être un véhicule d'habitation à l'intérieur, il va te falloir une homologation. Surtout si les fixations du mobilier qui est à l'intérieur ont nécessité de faire des perforations dans les montants, dans la carrosserie, dans les attaches, dans les fixations, dans tout ce que tu as dans le véhicule. S'il y a eu des perforations, même petites, pour mettre des accroches, obligatoirement, là, il va y avoir un passage à la directe aujourd'hui, puisque ça s'appelle la directe, et à l'époque ça a été l'Adréal, ça a été le service des mines, ça a été, enfin bref, ça change de nom tous les 2 ans. Ça c'est obligatoire. Alors c'est clair que on va peut-être t'emmerder une fois sur 10, une fois sur 100 en cas de contrôle, mais peut-être même jamais d'ailleurs. Par contre, là où ça pose problème, c'est le jour où il y a un PET. Et là, le jour où il y a un PET, il y a enquête. Et quand il y a enquête, ils vont regarder, puis ils vont dire, ah ben oui, mais là, il y a un problème. Le véhicule était aménagé, il y a eu une modification de la structure, même pour un petit trou. Et puis du coup, là, ça va chercher loin parce que non seulement il peut y avoir le fait que ton assurance, du coup, puisse y avoir des remontées vers ton assurance. Ton assurance te dise, ah ben nous on est désolé, mais nous on se rétracte de toute couverture parce qu'en fait on ne savait pas que le véhicule était aménagé et donc du coup nous ça nous pose problème, donc on ne couvre pas la casse.
puis après, ben, ça peut aller beaucoup plus loin dans les responsabilités, dans le sens où s'il y a des blessés, des tiers blessés extérieurs au véhicule, etc., mais même à l'intérieur du véhicule, ben là, ça peut poser vraiment très très sérieusement problème. Moi, je te conseille vraiment pas de partir sur ce type d'option. À moins que, toujours pareil, tu es un super bricoleur, tu adores ça, tu as envie de t'éclater, tu t'achètes un fourgon, quel que soit l'état, et puis tu le restaures, et puis à l'intérieur tu fais ton propre aménagement, tu passes à la directe, tu fais homologuer ton véhicule avec certificat, etc., etc., il y a zéro problème. Vas-y, fonce, fais-le carrément, quoi. Donc, voilà le conseil que je peux te donner pour, je dirais, cette catégorie de véhicules. Maintenant, pour ce qui est des véhicules, je dirais, clé en main. On va appeler ça comme ça. Pour le clé en main, honnêtement, moi, c'est un petit peu plus ma manière de procéder. Parce que bricoler un véhicule, c'est pas mon truc, j'ai pas envie. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, hein, je suis même fasciné par de voir des mecs qui aménagent des trucs, qui restaurent dans tous les sens, je trouve ça génial. Moi perso, je me suis assez pété les doigts en mécanique, en réparation, etc., pour qu'aujourd'hui, faire de la resto, du bricolage et tout ça, c'est pas ma passion. Voilà. Bon, après, chacun son truc. Hein. Si tu l'aimes, ben, tant mieux. Mais moi, là, du coup, je vais parler plus pour les gens qui veulent partir plutôt avec quelque chose du clé en main. Il faut savoir, de toute façon, que même pour du clé en main, comme je l'ai déjà dit l'autre jour dans une vidéo, un camping-car, que ce soit même du neuf, de l'occasion, vraiment de l'ancien, dans tous les cas, il faut savoir que tu vas partir avec une ou deux caisses à outils. Puis si tu n'es pas parti avec, et puis que tu vis dans ton camping-car, rassure-toi, la constitution de tes caisses à outils, tu vas vite la faire. Et que dans un camping-car, il y a toujours de la mécanique ou du bricolage à faire, enfin surtout du bricolage. La mécanique, c'est une autre histoire. Si aujourd'hui tu pars avec un véhicule récent, de la mécanique tu vas pas en avoir beaucoup, sachant que aujourd'hui quand tu veux faire quelque chose sur un véhicule, il faut déjà voir passer le véhicule avec la valise électronique pour savoir ce qu'il y a à faire, etc., etc. Donc voilà, ça encore on n'en parle pas forcément tout de suite là. Mais concernant les véhicules d'occasion, donc on va revenir sur les tarifs que je te disais tout à l'heure. Donc à partir de 10-15 000, tu commences à trouver des choses. À partir de 15 000, 15-20 000, c'est pareil, là aussi on a des choses intéressantes. Et au-delà de 20 000, évidemment, c'est clair, c'est logique, c'est encore mieux. Par contre, maintenant, dans les catégories de véhicules, si tu veux partir sur du plus ou moins long terme, c'est-à-dire que tu as pris ta décision, tu vas aller partir en recherche d'emploi, Suisse, Autriche, Allemagne, Italie, Espagne, je ne sais pas, mais disons que tu pars loin de ton port d'attache, tu veux ou faire de l'itinérant ou faire du statique sur place après, mais le véhicule ça va être ta maison quelque part. Alors moi je te dirais par rapport aux catégories de véhicules, dans ce cas-là, la réflexion, moi je te donne ma réflexion et je te conseille fortement de partir sur cette base-là. Prends-toi un véhicule dans lequel tu vas pouvoir être à l'aise. Qu'est-ce que j'appelle à l'aise? C'est-à-dire que ne prends pas un véhicule comme celui dans lequel on est maintenant pour vivre dedans. C'est invivable. Là, si tu lèves pas le toit, tu peux pas être debout dedans, tu es plié tout le temps. Il y a une douche, mais c'est que pour l'été quand tu ouvres le haillon derrière. Donc ça, c'est pareil, c'est pas vivable. Non, ça, c'est un véhicule.
moi que j'utilise, c'est un véhicule d'appoint, que j'utilise au coup par coup. Je peux passer jusqu'à, si je suis en vacances, je peux passer une semaine dedans. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre dedans pour plusieurs mois en ayant à côté une activité professionnelle. C'est difficilement viable. Voilà. Alors c'est toujours pareil. On pourrait dire aussi, ok, tu as 22, 23 ans, et puis tu t'en vas à l'aventure, tu es tout seul, tu peux te contenter d'un petit véhicule comme ça. Et puis à la limite, je dirais, tu es sur le sud de la France ou sur l'Espagne, dans des endroits qui sont un peu plus chauds, tu peux lever le toit, être debout dedans, ça te fait une deuxième piole, ça peut se faire, mais honnêtement, c'est pas génial. Voilà. Honnêtement, c'est pas génial. Maintenant, moi, je te conseille plutôt de partir sur un véhicule dans lequel tu vas pouvoir être à l'aise. Surtout si tu vas passer des périodes, des périodes de plusieurs mois qui vont couvrir une partie de l'hiver. Parce que, en fait, l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir ton activité professionnelle à l'extérieur, n'importe où, je sais pas, bon, quel que soit le métier que tu fais. Puis après, mais tu vas pas passer tout le temps dehors. Je veux dire, en plus, si tu es dans des régions, là en l'occurrence, on est sur la Suisse. Je veux dire, l'hiver, tu vas rentrer dans ton camping-car et tu vas rester au chaud. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Rien que cette petite phrase que je viens de dire là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu vas vivre beaucoup de temps dans ton camping-car. Toutes les périodes où si tu ne seras pas au travail, tu vas vivre dedans, premièrement. Et ensuite, tu vas rentrer au chaud. Et au chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un système de chauffage dans ton camping-car qui est efficace et qui ne tombe pas en panne et qui va te permettre d'avoir chaud justement l'hiver. Donc ça, c'est important. Donc là, ça fait partie de la qualité du véhicule. Donc le véhicule que tu vas prendre, que tu as déjà peut-être, que tu vas choisir, choisis-toi un véhicule dans lequel tu peux déjà tenir debout dedans. Donc il sera automatiquement suffisamment grand pour que tu aies la place aussi, toi, de pouvoir y mettre tes affaires. Parce que si tu pars pour plusieurs mois, tu vas avoir quand même un certain nombre d'affaires à emporter avec toi. Ça, c'est important. Et puis que les affaires, elles ne soient pas stockées dans un coin sur ton lit ou alors sur une des banquettes de la table. Je veux dire, il te faut du rangement. Parce qu'au bout de plusieurs mois, si c'est un monstre bordel dans ton camping-car, ça va vite te lasser, quoi. Et en ce moment, j'ai un copain qui est en train d'en faire l'expérience parce que lui, de son côté, il avait beaucoup de matériel. Ça fait plusieurs années qu'il vit dans son camping-car. Et puis, ayant beaucoup de matériel, il avait stocké des choses plus ou moins à droite à gauche chez des amis ou des entreprises qui avaient bien voulu lui prêter des coins pour mettre ses affaires. Malheureusement, la situation a changé ces derniers mois. Il a été obligé de récupérer ses affaires. Il a tout stocké dans son camping-car. Donc du coup, il n'a plus de place. Il ne peut même plus inviter qui que ce soit pour boire un café ou quoi que ce soit dans son camping-car. Et pourtant, son camping-car, il est quand même assez gros. C'est un véhicule qui doit faire dans les 6 mètres 57 mètres avec la capucine en plus. C'est quand même une belle bête, quoi. Mais tu vois, il est vite emmerdé. Donc bon, après, c'est vrai qu'il faut savoir une chose, c'est que sur la route, il ne faut pas non plus, on n'est pas là non plus pour stocker énormément d'affaires. Il faut apprendre peut-être, ou savoir, je dirais, limiter le nombre d'affaires qu'on a, et il faut apprendre et savoir surtout liquider des choses quand on en a trop. C'est un peu comme dans une maison, c'est pareil, hein, on a tendance à accumuler. De temps en temps, il faut faire ce qu'on appelle le nettoyage de printemps et puis se dire, ben non, je suis désolé, mais ça me sert pas, ça me sert pas. Alors, ou on donne, ou on jette, ou on vend, ou je sais pas, mais à un moment donné, il faut éjecter des choses. Ça, c'est primordial dans un camping-car, plus que dans une maison encore. Donc ça, c'est important. Donc, avoir de la place, donc si possible une soute sous le couchage. En général, les soutes sont dans le couchage. Et puis, des rangements le plus optimisés possible à l'intérieur des camping-cars. Donc, des camping-cars qui sont... Alors, après, tu as des bons fourgons, j'allais dire, des camping-cars qui sont bien pour ce type de déplacement. Ça va être des camping-cars
du type profilé. La capucine, je fais très vite dessus. Honnêtement, je ne le conseille pas. C'est une question d'encombrement extérieur et c'est aussi une question visuelle. Le camping-car capucine, c'est quelque chose qui est assez voyant. Voilà, c'est vraiment... alors il y a certains endroits où tu vas aller. Alors là pour le coup, je reviens justement sur la Suisse. La Suisse en camping-car, je te conseille plutôt d'être vraiment extrêmement discret. Et je pense que c'est aussi valable pour l'Allemagne. Ce sont des pays qui sont très stricts sur justement ce type de vie en véhicule de loisir, véhicule d'habitation. Et moi je te dis, franchement, plus tu seras discret et mieux tu te porteras. Donc la capucine, c'est embêtant. Maintenant, si ton véhicule, c'est déjà un camping-car cellule capucine, vas-y, utilise-le. Franchement, tu vas pas, à moins que tu aies une idée de le vendre pour acheter autre chose, mais utilise-le. Mais si tu cherches quelque chose, privilégie quand même plutôt le véhicule au maximum profilé ou éventuellement le gros fourgon. Je précise bien le gros fourgon parce que le petit fourgon c'est pareil, ça peut être vraiment restreint. Je connais aussi quelqu'un qui est parti sur la base du fourgon, mais le fourgon basique, version normale, pour vivre dedans. Le mec, ça fait 2-3 ans qu'il vit dans son camping-car, voilà quoi, il aurait plutôt tendance à ne pas renouveler l'expérience. Voilà. Moi je pense que s'il était parti sur une option un tout petit peu plus longue, quitte à ce que ça soit un fourgon mais une version plus longue par exemple, où il aurait eu un peu plus de place, je pense qu'il aurait eu une meilleure expérience. Mais bon, après, chacun au midi à sa porte, comme on dit. Donc, je regarde si tu es toujours là parce que des fois tu tombes. Voilà. Donc du coup, tu vois l'option, alors camping-car profilé ou encore mieux fourgon. Le fourgon il est encore plus discret que le camping-car profilé. Le profilé il reste encore vraiment véhicule d'habitation. Le fourgon, bon, on voit que c'est un véhicule d'habitation, mais je dirais il est plus passe-partout. Un fourgon c'est un fourgon, quoi. Je veux dire, ça pourrait être un fourgon de livraison. Bon, on va voir, il y a des vitres sur les côtés, il y a des prises, il y a les évacuations, enfin les arrivées d'eau et tout ça qui sont visibles de l'extérieur. Toutes ces choses là montrent bien qu'on a affaire à un fourgon d'habitation et pas un fourgon de livraison, ça c'est clair. À moins que tu ne sois aménagé un fourgon de livraison, auquel cas tu as peut-être des lucarnes au-dessus puis tu n'as pas de fenêtre autour. Toujours pareil, ça reste un fourgon, l'habitabilité dedans elle n'est pas top, et puis vivre là-dedans longtemps, il faut avoir envie. Quand tu es très jeune, ça peut passer, et avec l'âge qui avance, tu aspires à avoir un peu plus de confort. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à te conseiller plutôt le fourgon, donc vraiment aménagé camping-car, si possible d'origine, avec homologation, et suffisamment grand. Donc version rallongée si possible, éventuellement surélevé oui, pour pouvoir tenir dedans. Alors c'est clair, toujours pareil, la difficulté, c'est que la première pensée qui vient, c'est que le fourgon surélevé, en France par exemple, il va avoir le désavantage que quand tu vas prendre l'autoroute, tu vas payer le péage plus cher. Et puis c'est même pas qu'un petit peu d'ailleurs, parce que c'est pratiquement, tu peux rajouter au moins 30%, voire 50% sur le prix des péages. Donc c'est quand même un coût, mais c'est le prix, je dirais, c'est le prix de ton confort dans le camping-car. Alors après, c'est clair que moi, si je veux économiser en France,
De toute façon, camping-car surélevé ou pas, hein, même avec celui-là je paye en voiture, hein, les péages. Mais bon, si je pars de Suisse et puis que je descends dans le sud-ouest de mon ancien bercail, même avec celui-là, le temps de prendre l'autoroute, aller là-bas, faire le tour des copains, prendre 2-3 autoroutes et remonter sur Suisse, je suis entre 150 et 200 balles d'autoroute. Donc, ça fait cher. Et même avec un petit véhicule. Donc avec un véhicule surélevé, c'est encore plus cher. Après, ben voilà, hein, tu veux limiter le coût de l'autoroute, ben, au lieu de prendre la 7, la 9 et la 61 ou la 62, ben, tu traverses le Massif central. Et puis là, ben, tu vas avoir la plupart des autoroutes pour traverser la France qui vont être gratuites. Et puis, ou alors des anciennes routes nationales qui, elles, ne sont pas payantes. Donc évidemment, là, c'est un choix. Comme je te disais, c'est le prix du confort dans ton véhicule. Donc du coup, je continue à te conseiller pour ça le camping-car, le fourgon surélevé, rallongé si possible, qui va te permettre d'avoir un confort de vie à l'intérieur. Voilà. La problématique des péages pour les véhicules comme ça, tu vas l'avoir sur la France, l'Espagne et l'Italie. Sur la Suisse, ben, tu ne l'auras pas, puisque il n'y a pas de péage. C'est une vignette à l'entrée pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Une vignette qui est valable pendant une année, qui est actuellement coûte 40 francs suisses. Ça augmentera peut-être, mais bon, c'est 40 francs. Bon, c'est clair que si tu viens passer 2 jours en Suisse, payer 40 francs de vignette sur l'autoroute, ça fait cher. Maintenant, quand c'est toute l'année, c'est vraiment que dalle. Donc, ça c'est, je dirais, c'est une première chose. L'Allemagne, c'est pareil. Véhicule tourisme, je crois qu'actuellement, il n'y a pas encore de taxation. Il y a des taxations que pour les véhicules professionnels. Donc, Allemagne, rouler jeunesse, il n'y a pas de problème. Ensuite, concernant le type de véhicule, donc là on est vraiment sur quelque chose, le fourgon, on est vraiment sur quelque chose d'optimal pour ça. Rien ne t'empêche, pour augmenter ton confort, et si tu en as l'habitude, ce qui est mon cas, de partir sur des véhicules plus gros. Par exemple l'intégral. Il y a des très bons intégrales. Alors là, c'est clair, tu vas vraiment privilégier le confort dans le véhicule. Et là, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, c'est pas moi qui vais te déconseiller de partir sur l'intégrale, si tu te sens. Alors après, c'est en fonction de plein de choses. Imaginons par exemple que tu sois quelqu'un qui recherche des activités plutôt dans le domaine agricole, ou des activités dans des entreprises qui sont pas forcément sur de l'urbain en fait, sur des voies urbaines. Ta circulation, elle va être plutôt en circulation rurale ou utilisation de l'autoroute ou quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, mais oui, vas-y, pars sur de l'intégrale, si vraiment tu as envie de le vivre, parce que là, pour le coup, tu vas avoir un véritable confort de vie dans ton véhicule. Et je peux te dire une chose, c'est que à la longue, ça va vraiment être une, comment dire, un confort, ça va être un plaisir. Parce que dans ton camping-car, tu vas avoir vraiment une grande autonomie. Tu vas pouvoir vivre presque comme dans un petit appartement. Tu vas avoir ta chambre séparée, ta salle de bain, parfois même avec les WC séparés. Tu as plusieurs penderies, des rangements partout, une cuisine type ce qu'on appelle cuisine américaine, qui fait partie du volume du séjour, mais qui est quand même un petit peu pas dans le séjour. Là tu as vraiment des produits qui sont super intéressants, tu trouves des belles choses. Donc à ce moment-là, moi je ne vais pas te déconseiller de partir sur l'intégrale. Si vraiment tu as une activité qui va se prêter à l'intégrale, pars sur l'intégrale. Par contre,
moi, ce que je te conseillerais dans ce sens-là, c'est que que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas déjà le monde du camping-car, moi, ce que je te conseillerais de faire, si tu cherches quelque chose, que tu veux changer de camping-car ou en acheter un, ou alors que tu ne connais pas du tout, en France, il y a la possibilité de le faire assez facilement. Bon, ça se fait certainement un peu partout. Mais en France, tu peux louer du camping-car. Tu peux même faire de la location de particulier à particulier. Attention, je précise, passe par une société qui organise le contact entre les particuliers. Ne fais pas de location directe de particulier à particulier. Pourquoi? Parce que la location directe de particulier à particulier, ça va poser des problèmes d'assurance. Et ça, c'est vachement important. Et surtout en France, même si le mec il est assuré tout risque, sur les contrats d'assurance français, tu pars avec son véhicule, tu as un pet avec son véhicule, les assurances ne vont pas te couvrir. Parce que les contrats d'assurance français ne sont pas adaptés pour. À moins que vous soyez passé ensemble devant l'assureur, que l'assureur il ait trouvé dans sa société d'assurance un contrat particulier qu'il ait pu faire pour la personne à qui va prendre le véhicule pendant un certain temps. Ce qui est exceptionnel, la plupart des assurances ne le font pas. Ne va pas vers ces options-là, c'est la merde. Tu as des sociétés en France, tu en as plusieurs, qui font du particulier à particulier et qui prennent le relais elles-mêmes pour l'assurance du propriétaire et qui vont couvrir le propriétaire, le véhicule du propriétaire, qui vont te couvrir à toi, au tiers ou en tout risque, en général en tout risque. Alors, t'emmerde pas, ça coûte pas une fortune. Si tu veux tester un véhicule, regarde ce qu'il y a sur le marché, fais ton test de véhicule pendant une semaine, et puis tu vois ce que ça donne, et tu vois ce qui te convient, ce qui te convient pas. Tu verras en fonction du type de véhicule, comment toi tu te sens dans le véhicule. Et moi perso je l'ai fait, et puis ça m'a vraiment permis de déterminer des points, de savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas dans le camping-car. Donc ça c'est vachement important, tu peux faire ce genre de test. Et je te donne un autre petit tuyau au passage. Quand tu fais un test de camping-car, comme ça, prendre du camping-car pendant une semaine, essaye de te débrouiller pour le prendre hors période de vacances. Parce que la plupart du temps, pendant les périodes de vacances, c'est général, hein, pour l'immobilier c'est pareil, c'est beaucoup plus cher. Donc si tu veux tester un véhicule, tu le prends hors saison. Et puis à la limite, je te dirais même, prends-le carrément au mois de décembre ou au mois de janvier, en plein hiver, quoi. Non seulement ce sera moins cher, et en plus, tu vas pouvoir voir ce que vaut le véhicule en saison hivernale. Parce que c'est ça le plus important, c'est la saison hivernale, c'est pas l'été. L'été, tu t'en fous, tu dors les fenêtres ouvertes. Mais l'hiver, c'est une autre histoire. Donc tu vas pouvoir voir le type d'isolation, le type de chauffage, etc., etc. Tu pourras voir toutes ces choses. Donc ça, c'est une bonne technique. Donc on a vu le camping-car type fourgon. Donc comme je t'ai dit, le mieux c'est vraiment de partir sur du fourgon avec des bons volumes, avec des bons aménagements. Et puis après il y a l'option de l'intégrale. Voilà. Le Capucine, moi je t'ai dit, je suis pas super fan. Si tu l'as déjà, ou alors si tu trouves vraiment une super bonne affaire, ou alors si tu es vraiment fan du Capucine, prends le Capucine. J'admets que le Capucine, surtout si par exemple il y a deux personnes dans le camping-car et puis qu'il y a en plus un coin de chambre déjà, le Capucine ça fait un rangement en plus, tu peux ranger des choses dans le Capucine. Pourquoi pas, ça fait un truc en plus. Mais bon, après ça fait des véhicules qui sont, à mon avis, qui sont très très volumineux pour pas grand chose et surtout qui sont extrêmement voyants de l'extérieur. Donc moi je le... Bah tiens, tu vois celui-là qui passe en face, ça c'est un intégral. Tu vois, c'est un MAN en l'occurrence. Bon, celui-là il est en poids lourd, hein. Là on n'est pas en 3,35. Je sais pas, ça doit être un 5 tonnes au moins ou un truc comme ça. Bon, là c'est un très très beau véhicule. Alors là on est sur du gros matos par contre, hein. Là c'est clair que avec ça, ça commence à devenir assez compliqué, surtout si tu veux rentrer dans les villes et tout. Tu as intérêt d'avoir une soute et puis un scooter dedans, quoi, parce que sinon c'est un peu compliqué. Voire éventuellement le garage à Smart, parce que évidemment il y a des camping-cars qui ont les garages à Smart dans la soute, sous le couchage, où tu peux donc garer une Smart.
ça aussi c'est une option, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais après pour faire de l'itinérance c'est plus compliqué parce que là pour le coup avec ce genre de camping-car pour se garer, là t'en as encore un petit là aussi qui est pas mal. Mais pour les gros là, avec les garages à véhicules, c'est plus compliqué hein, pour se garer même en zone périurbaine ou à l'extérieur à la campagne, tu peux pas te mettre partout. Moi je parle de la région dans laquelle je vis actuellement, après il y a d'autres endroits c'est peut-être plus simple, et là ça commence après à devenir de plus en plus compliqué pour stationner. Alors d'ailleurs ça a un impact ça, hein, ce que je dis là, ça a un impact sur le prix du véhicule. Tu l'auras peut-être remarqué, mais depuis pas mal d'années maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair que les gros véhicules, ils décotent très vite, et surtout justement ceux avec les capucines. Ils décotent très vite, parce que ce sont des véhicules avec lesquels tu ne peux pas aller partout. Ils sont limités en hauteur, en largeur, en longueur, ils sont voyants, etc. etc. Et donc du coup, ça pose très très vite problème. Et ces véhicules-là, aujourd'hui, tu les trouves pour pas cher. Tu trouves facilement, je dirais pour 15 000 euros, un camping-car Capucine qui est pas forcément très vieux, hein, qui a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années maximum, en bon état, et tu vas trouver facilement. Par contre, en contrepartie, ce qui est privilégié depuis plusieurs années maintenant, ce sont les fourgons justement. Les fourgons, les petits vans, ça c'est privilégié. Alors du coup, ça a fait monter les prix. Aujourd'hui, moi quand je te dis à 15 000 balles, tu trouves un bon Capucine qui est encore en bon état, pour le même prix, tu vas trouver un vieux van comme le mien par exemple. Là on est sur un Mercedes Viano. Bon, il faut dire que ces véhicules-là, ils sont très chers à la base. Hein. Au départ, ils sont déjà très chers. Mais même un véhicule qui a 15 ans, qui est encore en bon état, je dirais, tu vas le payer à 15 000 balles, ce sera difficile de trouver. Ou alors, il sera en mauvais état. Tu seras plutôt entre 20 et 30 000 d'occasion. Il faut savoir qu'un véhicule comme ça, neuf, aujourd'hui, ça coûte entre 60 et 80 000 euros. Quoi. Donc, plus compliqué au niveau du prix. Le fourgon c'est pareil, le fourgon ils ont tendance à être un petit peu surcotés, même à l'occasion, donc ils sont un petit peu plus chers. C'est pour ça que moi je te dis, aujourd'hui si tu veux vraiment pas être emmerdé, tu pars sur un fourgon moyenne catégorie, hein, donc un surélevé, pas forcément les très hauts, mais un surélevé pour que tu puisses tenir debout dedans, et puis quelque chose qui aurait, je sais pas moi, peut-être maximum une dizaine d'années, voire 15 ans s'il est en très bon état, et que tu vas payer entre 15 et 25 000 euros. Là on est dans la tranche de prix pour les gens qui n'ont pas des gros budgets. On est sur la tranche de prix où tu vas quand même pouvoir trouver, sans aller mettre un an pour trouver ton véhicule évidemment, tu vas trouver des choses qui sont convenables pour faire ce type d'activité. Voilà. Bon, excuse-moi, je crois que cette vidéo là est quand même un petit peu longue. Je veux pas non plus faire des vidéos qui sont trop longues. J'aime bien parler, je parle beaucoup, mais je veux pas non plus que ça s'éternise. Donc je reprendrai peut-être le sujet sur une autre vidéo en fonction des idées qui me passent par la tête. Mais voilà, le premier truc que je voulais te dire, si tu veux, c'est ça. Là, on a fait un petit peu le tour du sujet. Après, le sujet il est vaste, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, comme d'avoir suivi aussi mes autres vidéos. Je t'invite d'ailleurs à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Alors il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du sérieux, il y a du moins sérieux, il y a des endroits où je déconne complètement, il y a d'autres endroits qui sont très carrés, comme celle-là qui est une vidéo qui est censée être faite pour être carrée d'ailleurs à la base, sérieuse on va dire. Et puis voilà, bon ben on est là aussi pour s'éclater, hein. Moi je m'éclate en faisant mes vidéos, je suis pas là non plus pour être le plus sérieux de tous les sérieux. Donc j'espère que ça te plaît, j'espère que tu apprends des trucs. Et puis n'hésite pas donc à mettre le pouce, n'hésite pas à poser des questions en commentaire.
Et tant que je pourrai répondre aux commentaires, ben, je m'efforcerai d'y répondre. Et puis si je vois qu'il y a des questions qui sont récurrentes et puis qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de commentaires, ben, à ce moment-là, sur les thématiques, ben, je ferai des vidéos, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc merci encore. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.